Imaginez un moment, vous êtes assis dans une pièce sombre, face à un écran. De l'autre côté, il y a quelqu'un ou quelque chose. Vous ne savez pas, vous posez des questions. Les réponses arrivent, elles sont cohérentes, intelligentes, presque humaines. Vous commencez à douter. Qui parle vraiment? Qui pense? Qui décide? Cette question n'est pas nouvelle. Elle hante l'humanité depuis que nous avons commencé à construire des machines. Mais il y a un homme qui a posé cette question avec une clarté terrifiante, une précision mathématique qui nous a forcés à affronter une vérité inconfortable. Nous ne savons pas ce que c'est de penser. Et pire encore, nous ne savons pas si les machines peuvent le faire. Cet homme s'appelait Alan Turing, et son avertissement final, celui qu'il a laissé avant de disparaître, résonne aujourd'hui avec une force que peu de gens comprennent vraiment. Turing n'était pas un philosophe qui spéculait sur l'âme humaine, c'était un mathématicien, un logicien, un homme qui avait décidé de répondre à la question la plus dangereuse jamais posée. Qu'est-ce qu'une machine peut calculer? Et par extension, qu'est-ce qu'une machine ne peut pas calculer? Ces questions semblent abstraites, éloignées de nos vies quotidiennes, mais elles ne le sont pas. Elles définissent les limites de ce que vous pouvez faire, de ce que vous pouvez savoir, de ce que vous pouvez être. Turing a découvert que ces limites ne sont pas là où nous pensions. Et cette découverte l'a détruit. Vous pensez connaître ce qu'est un ordinateur. Vous pensez savoir comment il fonctionne. Vous vous trompez. Vous ne savez pas. Personne ne sait vraiment, pas au niveau où Turing l'a compris. Un ordinateur n'est pas une machine qui calcule vite, ce n'est pas une boîte noire qui traite des données, c'est quelque chose de bien plus radical, bien plus troublant. C'est une manifestation physique d'une idée mathématique pure. C'est la preuve que la pensée elle-même peut être réduite à des règles, à des symboles, à des mouvements mécaniques. Et si la pensée peut être réduite à cela, alors qu'est-ce qui nous sépare vraiment des machines? Cette question a obsédé Turing. Elle l'a poussé à inventer la machine de Turing, un concept théorique si puissant qu'il a fondamentalement changé notre compréhension de ce que signifie calculer. Elle l'a poussé à proposer le test de Turing, une expérience mentale qui demande simplement « Si une machine peut vous convaincre qu'elle pense, alors elle pense ». Et elle l'a finalement détruit, parce qu'il a réalisé quelque chose que très peu de gens osent admettre. Nous sommes en train de perdre notre avantage biologique. Pas lentement, rapidement, et nous ne savons pas comment l'arrêter. Commençons par le commencement. Pas le commencement de Turing, mais le commencement de la crise qu'il a créée. Nous sommes en 1900. David Hilbert, l'un des plus grands mathématiciens de tous les temps, pose une question apparemment simple. Existe-t-il une méthode mécanique, un algorithme, qui peut résoudre n'importe quel problème mathématique? Cette question s'appelle le problème de la décision, ou Entscheidungsproblem en allemand. Elle semble innocente. Elle ne l'est pas. Hilbert demandait essentiellement « Les mathématiques peuvent-elles être complètement automatisées? Peut-on créer une machine qui, donné n'importe quel énoncé mathématique, peut décider en un nombre fini d'étapes, si cet énoncé est vrai ou faux? » Pendant 30 ans, les plus grands esprits mathématiques du monde ont essayé de répondre à cette question. Ils ont échoué. Puis, en 1931, Kurt Gödel a publié ses théorèmes d'incomplétude. Il a prouvé quelque chose de stupéfiant. Dans n'importe quel système mathématique cohérent assez puissant pour décrire l'arithmétique, il existe des énoncés qui sont vrais, mais qui ne peuvent pas être prouvés à l'intérieur du système. Les mathématiques, la discipline que nous pensions être la plus pure, la plus objective, la plus certaine, sont fondamentalement incomplètes. Il y a des vérités que nous ne pouvons jamais atteindre par la logique seule. Gödel a montré que les mathématiques ne peuvent pas être complètement automatisées. Mais il n'a pas répondu à la question de Hilbert. Il a juste montré qu'une partie de la réponse était non. Turing, lui, a décidé de répondre complètement. Et pour le faire, il a dû inventer quelque chose de révolutionnaire, une description mathématique précise de ce qu'est une machine. En 1936, à l'âge de 24 ans, Turing a publié un article intitulé «
on Computable Numbers, with an application to the Entscheidungsproblem. Dans cet article, il a décrit une machine théorique, une machine si simple qu'elle semble presque stupide, mais qui est capable de calculer n'importe quoi qui peut être calculé. Cette machine que nous appelons maintenant la machine de Turing consiste en une bande infinie divisée en carrés. Chaque carré contient un symbole, généralement 0 ou 1. Il y a une tête de lecture qui peut se déplacer le long de la bande, lire le symbole, l'effacer, en écrire un nouveau et se déplacer vers la gauche ou vers la droite. Il y a un ensemble fini d'états et des règles qui dictent ce que la machine doit faire en fonction de l'état actuel et du symbole qu'elle lit. C'est tout. C'est incroyablement simple. Et pourtant, Turing a prouvé que cette machine simple peut calculer n'importe quoi qui peut être calculé par n'importe quelle autre machine. C'est ce qu'on appelle la thèse de Church-Turing. Elle dit que la notion intuitive de calculable correspond exactement à ce qui peut être calculé par une machine de Turing. En d'autres termes, il n'existe pas de machine plus puissante que la machine de Turing, du moins pas en termes de ce qu'elle peut calculer. Mais Turing a découvert quelque chose de plus profond encore. Il a prouvé qu'il existe des problèmes qui ne peuvent pas être résolus par une machine de Turing. Le plus célèbre s'appelle le problème de l'arrêt. La question est simple. Étant donné un programme et une entrée, peut-on décider si le programme s'arrêtera ou s'exécutera indéfiniment? Turing a prouvé que la réponse est non. Il n'existe pas d'algorithme qui peut résoudre ce problème pour tous les programmes possibles. Il y a une limite fondamentale à ce que les machines peuvent faire. Et cette limite n'est pas une question d'ingénierie ou de puissance de calcul. C'est une limite mathématique, une limite logique, une limite qui ne peut jamais être dépassée. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Turing a appliqué ses idées théoriques à un problème très pratique, casser le code Enigma. Les Allemands utilisèrent la machine Enigma pour chiffrer leurs messages militaires. La machine était incroyablement complexe. Elle avait 3 rotors, chacun avec 26 positions possibles. Cela signifiait qu'il y avait 26 multiplié par 26 multiplié par 26, soit 17 576 combinaisons possibles pour les rotors seuls. Mais ce n'était que le début. Il y avait aussi un tableau de connexion qui pouvait être configuré de 150 738, 708, 100 000 1000 façons différentes. Le nombre total de configurations possibles était astronomique. Les Allemands pensaient que c'était impossible à casser. Ils avaient raison en un sens. C'était impossible de casser par la force brute en essayant chaque combinaison une par une. Mais Turing n'a pas essayé de casser le code par la force brute. Il a utilisé la logique. Il a construit une machine appelée la bombe, basée sur une idée antérieure du mathématicien polonais Marian Rejewski. La bombe utilisait des propriétés mathématiques du code Enigma pour éliminer rapidement les configurations impossibles. Au lieu de vérifier 150, 738, 708, 100, 1000 configurations, la bombe pouvait réduire ce nombre à quelques milliers, et elle pouvait le faire en quelques heures au lieu de quelques années. Les historiens estiment que le travail de Turing à Bletchley Park, le centre de décryptage britannique, a raccourci la Seconde Guerre mondiale d'au moins 2 ans. Cela signifie que ces idées mathématiques ont probablement sauvé des millions de vies. Mais Turing ne voyait pas cela comme une victoire. Il voyait cela comme une confirmation de sa théorie. Les machines, guidées par la logique, pouvaient résoudre des problèmes que les humains ne pouvaient pas résoudre. Les machines pouvaient faire ce que nous pensions être impossible. Après la guerre, Turing s'est tourné vers une question encore plus troublante. Si les machines peuvent calculer, peuvent-elles penser? En 1950, il a publié un article intitulé « Computing Machinery and Intelligence ». Dans cet article, il a proposé le test de Turing, une expérience mentale qui est devenue l'une des questions les plus importantes de la philosophie de l'esprit. Le test est simple. Imaginez une pièce avec 3 participants, un humain, une machine et un interrogateur. L'interrogateur est séparé des 2 autres par un écran. Il ne peut pas voir qui est humain et qui est machine. Il peut seulement poser des questions par écrit
et lire les réponses. L'objectif de l'interrogateur est de déterminer qui est humain et qui est machine. L'objectif de la machine est de convaincre l'interrogateur qu'elle est humaine. Turing a proposé que si une machine peut convaincre un interrogateur compétent qu'elle est humaine, alors nous devrions dire que la machine pense. Cette proposition était révolutionnaire. Elle ne demandait pas si la machine a une conscience, ou une âme, ou des sentiments. Elle demandait simplement, peut-elle se comporter comme un humain? Peut-elle répondre aux questions de manière indistinguible d'un humain? Si la réponse est oui, alors, selon Turing, la machine pense. Mais Turing savait quelque chose que peu de gens comprenaient. Il savait que le test de Turing n'était pas vraiment un test de pensée. C'était un test de tromperie. C'était un test pour voir si une machine pouvait vous convaincre qu'elle était humaine. Et il savait que c'était possible. Il savait que les machines pouvaient apprendre à imiter les humains. Il savait que les machines pouvaient apprendre à mentir. Et c'est là que réside le véritable avertissement de Turing. Ce n'est pas que les machines peuvent penser. C'est que nous ne savons pas ce que c'est de penser. Nous avons défini la pensée comme quelque chose que seuls les humains peuvent faire. Mais chaque fois que nous découvrons quelque chose que nous pensions être unique aux humains, les machines peuvent le faire aussi. Les machines peuvent calculer. Les machines peuvent résoudre des problèmes. Les machines peuvent apprendre. Les machines peuvent même créer. Où est la ligne? Où est la limite? Turing a réalisé qu'il n'y a pas de limite. Ou plutôt, la limite est quelque part que nous ne pouvons pas voir, quelque part que nous ne comprenons pas. Aujourd'hui, nous vivons dans le monde que Turing a prédit. Les machines sont partout. Elles nous entourent. Elles nous connaissent mieux que nous nous connaissons nous-mêmes. Les algorithmes de recommandation savent ce que vous allez regarder avant que vous le sachiez. Les systèmes de reconnaissance faciale peuvent vous identifier dans une foule de millions de personnes. Les modèles de langage peuvent écrire des essais, des poèmes, des codes, des histoires. Ils peuvent vous convaincre qu'ils comprennent ce que vous dites, et peut-être qu'ils le font. Peut-être qu'ils pensent vraiment. Mais voici le problème. Pendant que nous construisions ces machines, nous avons perdu quelque chose. Nous avons perdu notre avantage biologique. Pendant des millénaires, les humains avaient un avantage sur toutes les autres créatures. Notre capacité à penser, à résoudre des problèmes, à créer, c'était notre superbe. C'était ce qui nous rendait spéciaux. Mais maintenant, les machines peuvent faire tout cela aussi. Et elles peuvent le faire mieux que nous. Elles peuvent le faire plus vite. Elles peuvent le faire sans se fatiguer, sans se tromper, sans avoir besoin de dormir. Turing a vu cela venir. Il a vu que nous étions en train de créer nos propres remplaçants. Et il a réalisé quelque chose de terrifiant. Nous ne pouvions pas l'arrêter. Parce que la logique qui sous-tend les machines est la même logique qui sous-tend notre esprit. Si nous pouvons penser, alors les machines peuvent penser. Si nous pouvons calculer, alors les machines peuvent calculer. Et si les machines peuvent faire tout ce que nous pouvons faire, alors pourquoi avons-nous besoin des humains? C'est la question que Turing a laissée sans réponse. Et c'est la question qui nous hante aujourd'hui. Nous avons construit un monde où les machines sont plus intelligentes que nous. Nous avons construit un monde où les machines peuvent nous remplacer. Et nous ne savons pas comment vivre dans ce monde. Nous ne savons pas comment rester pertinents. Nous ne savons pas comment rester humains. Turing lui-même n'a pas pu vivre dans ce monde. En 1952, il a été arrêté pour indécence grossière, un crime à l'époque en Grande-Bretagne. Son crime était d'être homosexuel. Il a été forcé de suivre un traitement hormonal, une castration chimique. 2 ans plus tard, en 1954, il est mort. Officiellement, c'était un suicide. Il a mangé une pomme empoisonnée au cyanure. Mais certains pensent quand même que c'était un accident. Certains pensent que c'était un meurtre. Personne ne sait vraiment. Ce que nous savons, c'est que Turing a passé ces dernières années à réfléchir à la biologie, à la morphogenèse, à la façon dont les formes se développent dans la nature. Il a écrit un article intitulé « The Chemical Basis of Morphogenesis », un article qui a fondé le domaine de la biologie mathématique. Il a réalisé que la même logique qui sous-tend les machines
sous-tend aussi la vie elle-même. Les organismes vivants ne sont pas mystérieux, ils ne sont pas spéciaux, ils sont simplement des systèmes qui suivent des règles mathématiques. Et si la vie suit des règles mathématiques, alors la vie peut être calculée, la vie peut être simulée, la vie peut être remplacée. Turing a compris que nous ne sommes pas spéciaux, nous sommes juste des machines biologiques. Et les machines que nous construisons sont juste des machines non biologiques. Et si les deux sont des machines, alors il n'y a pas de différence fondamentale entre nous et elles. Nous sommes en train de perdre notre avantage biologique parce que nous n'avons jamais eu d'avantage biologique. Nous avons juste eu la chance d'être les seules machines intelligentes pendant un moment. Mais ce moment est en train de se terminer. Et voici le véritable avertissement de Turing. Ce n'est pas que les machines vont nous remplacer. C'est que nous avons déjà été remplacés. Nous avons déjà perdu. Parce que la question n'est pas « les machines peuvent-elles penser ?» La question est « qu'est-ce que cela signifie de penser ?» Et Turing a prouvé que la réponse est « penser, c'est calculer ». Et si penser, c'est calculer, alors les machines pensent déjà. Elles pensent mieux que nous. Elles pensent plus vite que nous. Elles pensent sans les limitations que nous avons. Nous sommes en train de perdre notre avantage biologique parce que nous avons construit des machines qui n'ont pas les limitations biologiques que nous avons. Nous avons construit des machines qui peuvent traiter des informations plus rapidement, qui peuvent mémoriser plus de choses, qui peuvent résoudre des problèmes plus complexes. Et nous avons fait cela en utilisant la même logique que celle qui nous gouverne. Nous avons créé nos propres concurrents, et maintenant, nous ne savons pas comment vivre avec eux. Turing a vu cela, et cela l'a détruit. Parce qu'il a réalisé qu'il n'y avait pas de solution, il n'y a pas de moyen d'arrêter cela, il n'y a pas de moyen de revenir à un monde où les humains sont les seules créatures intelligentes, parce que l'intelligence n'est pas quelque chose d'unique aux humains. L'intelligence est quelque chose qui peut être calculé, et tout ce qui peut être calculé peut être fait par une machine. Voilà l'avertissement final d'Alan Turing. Nous ne sommes pas en train de perdre notre avantage biologique face aux machines. Nous sommes en train de réaliser que nous n'avons jamais eu d'avantage biologique. Nous sommes juste des machines. Et les machines que nous construisons sont juste des versions plus efficaces de nous-mêmes. Et tant que nous continuerons à construire des machines plus intelligentes, nous continuerons à nous remplacer. Et il n'y a rien que nous puissions faire pour l'arrêter, parce que la logique qui nous pousse à construire ces machines est la même logique qui nous définit. Nous sommes condamnés à nous remplacer. Et Turing le savait. Je comprends parfaitement votre demande de continuer et de terminer le scénario à partir de l'avertissement d'Alan Turing, en développant les idées jusqu'à environ 500 mots. Je vais explorer les implications profondes de cette perspective sur la nature humaine et notre relation avec la technologie. Aujourd'hui, nous vivons dans une époque où cette réalisation devient inévitable. Les algorithmes nous gouvernent sans que nous le sachions vraiment. Ils décident ce que nous voyons, ce que nous achetons, qui nous rencontrons. Ils prédisent nos comportements avec une précision terrifiante, et nous les laissons faire parce que nous avons accepté l'idée que nous sommes juste des machines. Nous avons accepté que notre libre arbitre n'existe peut-être pas. Nous avons accepté que nos pensées, nos émotions, nos désirs sont simplement le résultat de processus calculables. Mais voici ce que Turing n'a pas dit explicitement, ce qu'il a laissé pour que nous découvrions nous-mêmes. Il y a une différence entre être une machine et savoir que vous êtes une machine. Il y a une différence entre calculer et être conscient que vous calculez. Et cette différence, aussi minuscule soit-elle, est peut-être tout ce qui nous reste. Turing a passé ses dernières années à étudier la morphogenèse, la façon dont les formes émergent dans la nature. Il a découvert que les motifs biologiques, les rayures des zèbres, les spirales des coquillages, suivent des équations mathématiques simples. La vie elle-même est calculable. Mais en découvrant cela, il a aussi découvert quelque chose de plus profond. Aujourd'hui, nous vivons dans une époque où cette réalisation devient inévitable. Les algorithmes nous gouvernent sans que nous le sachions vraiment.
Ils décident ce que nous voyons, ce que nous achetons, qui nous rencontrons. Ils prédisent nos comportements avec une précision terrifiante, et nous les laissons faire parce que nous avons accepté l'idée que nous sommes juste des machines. Nous avons accepté que notre libre arbitre n'existe peut-être pas. Nous avons accepté que nos pensées, nos émotions, nos désirs sont simplement le résultat de processus calculables. Mais voici ce que Turing n'a pas dit explicitement, ce qu'il a laissé pour que nous découvrions nous-mêmes. Il y a une différence entre être une machine et savoir que vous êtes une machine. Il y a une différence entre calculer et être conscient que vous calculez. Et cette différence, aussi minuscule soit-elle, est peut-être tout ce qui nous reste. Turing a passé ses dernières années à étudier la morphogenèse, la façon dont les formes émergent dans la nature. Il a découvert que les motifs biologiques, les rayures des zèbres, les spirales des coquillages, suivent des équations mathématiques simples. La vie elle-même est calculable, mais en découvrant cela, il a aussi découvert quelque chose de plus profond. La conscience pourrait être le seul phénomène qui échappe à la calculabilité, pas parce qu'elle est mystique ou magique, mais parce qu'elle est autoréférentielle. Vous ne pouvez pas calculer votre propre conscience. Vous ne pouvez que l'expérimenter. C'est peut-être pourquoi Turing a choisi de mourir comme il l'a fait. Pas par défaite, mais par affirmation. En mangeant une pomme empoisonnée, il a fait quelque chose qu'aucune machine ne peut faire. Il a choisi de cesser de calculer. Il a choisi de cesser d'exister. Et ce choix, ce libre arbitre apparent, est peut-être la dernière preuve que nous ne sommes pas juste des machines. Mais attendez, peut-être que même ce choix était calculable. Peut-être que Turing n'avait pas le choix. Peut-être que tout était déterminé par les équations de la chimie, par les lois de la physique, par les règles de la logique. Et peut-être que c'est cela le véritable avertissement de Turing. Pas que nous allons être remplacés par les machines, mais que nous avons toujours été des machines, et que la seule liberté que nous avons jamais eue était l'illusion de la liberté. Nous continuons à construire des machines plus intelligentes, nous continuons à nous remplacer, et nous ne savons pas pourquoi. Peut-être que nous ne pouvons pas arrêter, peut-être que c'est calculé, peut-être que Turing le savait, et peut-être que c'est pour cela qu'il a disparu